exceptionnelle sur l'histoire de la Normandie et de l'Angleterre au XIe siècle. Cette œuvre brodée, même si elle est riche en enseignements, conserve des origines encore parfois mystérieuses. Sans doute réalisée dans les proches années qui suivirent la conquête de l'Angleterre par les Normands, elle fut probablement brodée en Angleterre, comme en témoigne cette similitude des lettres avec les manuscrits saxons de l'époque. L'œuvre fut longtemps appelée tapisserie de la reine Mathilde, du nom de l'épouse de Guillaume le Conquérant, qui en aurait été l'instigatrice. Les recherches les plus récentes estiment que ces broderies sur toile de lin auraient été commanditées par Odo, demi-frère de Guillaume, et souvent représenté dans la tapisserie. Odon, évêque de Bayeux, a destiné peut-être à orner la nouvelle cathédrale de Bayeux, ou Bagias, un des rares noms de villes inscrits en fil de laine sur la toile de lin. Chaque année, son exposition à l'occasion des fêtes des reliques participait à l'enseignement des fidèles, tout à la fois poème épique et œuvre morale. L'histoire de la tapisserie fut ensuite fort mouvementée, méconnue jusqu'au XVIIIe siècle, emportée dans la tourmente de la Révolution. Elle fut enfin restaurée et exposée tout au long de l'année dans un musée à Bayeux, sa ville d'origine. Malgré quelques séquelles et une extrémité finale disparue, ce récit continu de près de 70 mètres de long vous conte une formidable épopée. Nous sommes en 1064. Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, âgé, doit assurer sa succession. Sans enfant, il convoque Harold Godwinson, son beau-frère. Édouard lui confie la mission d'aller annoncer à Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, qu'il le désigne comme son successeur au trône d'Angleterre. Guillaume est à l'époque en guerre contre le duc Conan de Bretagne. Son hôte, Harold, participe à l'expédition et s'avère être un combattant valeureux. Guillaume le fait chevalier et fait jurer à son vassal, sur de saintes reliques, de respecter les vœux d'Édouard. Peu après le retour d'Harold en Angleterre, Édouard meurt et est inhumé dans l'abbaye de Westminster. Simultanément, Harold renie son serment et se fait sacrer roi d'Angleterre. En Normandie, Guillaume décide d'aller prendre possession de son héritage. On arme des vaisseaux et on prend la mer. La flotte arrive dans le sud de l'Angleterre et l'armée normande se met en marche vers Hastings que rejoint Harold et ses troupes, en route depuis le nord de l'Angleterre. C'est l'affrontement. La bataille fait rage une longue journée. Harold est tué d'une flèche dans l'œil, et c'est la victoire normande qui va changer la destinée de l'Angleterre. Guillaume le Bâtard devient Guillaume le Conquérant, sacré roi d'Angleterre. Mais pourquoi Édouard a-t-il désigné un Normand comme successeur au trône d'Angleterre? À l'époque où débute le récit, les pirates vikings ont mené depuis 2 siècles déjà de nombreuses incursions en Europe de l'Ouest. Ils sont bien implantés en Normandie depuis le début du Xe siècle. En 911, le chef viking Rollon prend le titre de duc de Normandie. En 1035, Robert, 6e duc de Normandie, désigne Guillaume le Bâtard, son fils naturel, comme successeur. Les débuts de Guillaume sont difficiles, mais le personnage est un guerrier tenace et, depuis son château de Falaise, finit par s'imposer comme duc de la terre des hommes du Nord. Au milieu du XIe siècle, l'Angleterre est riche, mais fragile. Les Vikings ont détruit la monarchie saxonne. La maison de Wessex capitule en 1016 et le roi Knut du Danemark s'empare de la couronne d'Angleterre.
Son fils lui succède, mais meurt prématurément. Les notables saxons rappellent alors d'exil Édouard le Confesseur, héritier de la maison de Wessex. Ayant vécu près de 20 ans dans le royaume de France, il était plus normand que saxon. Rien d'étonnant à ce qu'il désigne Guillaume, son petit cousin, comme son successeur. Précision du tracé, souci du détail. Un XIe siècle quotidien défile sous nos yeux. La tapisserie est un véritable documentaire. Elle donne des indications sur l'équipement standard des soldats de l'Europe de l'Ouest. Ainsi, les casques munis de nasales et les cottes de mailles ou aubert sont portés par la plupart des combattants saxons ou normands. Sans ce casque, les Normands se reconnaissent à leur nuque rasée et à leur visage imberbe. Les Saxons, en revanche, portent moustaches et cheveux longs. Peu après le débarquement normand, se déroule une incroyable scène de ravitaillement et de banquet. Une étude attentive de l'image nous transporte au milieu du campement normand. L'affrontement final nous renseigne clairement sur la composition des armées. Cavaliers et archers sont la caractéristique de l'armée de l'envahisseur normand. L'armée saxonne est constituée de fantassins qui se battent à l'épée ou à grands coups de hache à long manche, tenus à deux mains, héritage danois du début du XIe siècle. Rythmant les allers-retours entre Angleterre et Normandie, à 4 reprises, les navires apparaissent. Longue coque effilée, mât supportant une grande voile rectangulaire, figure de proue destinée à effrayer l'ennemi, transport aussi bien des hommes que des chevaux, l'héritage viking est bien présent. Ces navires très fins, capables de supporter des mers houleuses, étaient munis d'un fond plat, permettant d'accoster sur une plage, sans port. Guillaume arrive ainsi sur le rivage de Pevensey, une longue plage bordant une région de marais et de tourbières. Même si la représentation des bâtiments est assez symbolique, certains détails nous renseignent sur l'architecture de l'époque. Témoin, cette similitude entre la salle de l'échiquier du château de Caen et ce palais normand. L'église de Bocham, où Harold se recueille avant de partir pour la Normandie, a conservé ce grand arc triomphal entre la nef et le chœur. Et même si à l'époque n'était visible que l'abbatiale romane, ce bâtiment érigé sur un rocher évoque clairement le mont Saint-Michel. Bleu, jaune, rouge, vert, point de tige, point de couchage, 10 couleurs de fil et 4 points de broderie ont suffi aux artistes du Moyen-Âge pour créer cette tenture chatoyante. Aucun effet de perspective, absence de troisième dimension, mais l'utilisation de la couleur et la représentation du mouvement confèrent à l'œuvre une force d'expression tout à fait remarquable. Jambes des chevaux de couleurs différentes, groupes de couleurs différentes. L'effet donne la profondeur nécessaire à l'image. Silhouette allongée, cheveux volant au vent, la vitesse de ces cavaliers ne fait aucun doute.
Ces chevaux passant du pas au trot puis au galop évoquent la charge de la cavalerie. Pluie de flèches, lances et javelots, chaque détail, chaque geste concourt au réalisme de la bataille. Même si la tapisserie comporte de nombreux textes en latin qui confèrent un aspect officiel et autorisé à l'histoire qu'elle raconte, il faut imaginer qu'elle était destinée à un public majoritairement analphabète. Le récit de la tapisserie est porté par l'image, dans cet art narratif proche de celui du vitrail. Ainsi, les bandes supérieures et inférieures de la tapisserie, peuplées de figures fantastiques évoquant le bestiaire des chapiteaux romans, peuvent sembler purement décoratives. Elles étaient sans doute également une aide au récit, destinée à en donner une lecture complémentaire. On y trouve aussi des fables d'Ésope facilement reconnaissables et bien connues à l'époque. Cette évocation du corbeau et du renard au moment du départ d'Harold pour la Normandie n'est-elle pas un commentaire ironique? Mais tout l'art des concepteurs du récit réside dans la capacité à créer certains raccourcis imagés. Lors de l'expédition en Bretagne, Conan, pressé par l'armée de Guillaume, abandonne le siège du château de Dole. La tapisserie transpose la réalité et montre Conan descendre les murailles au moyen d'une corde. Le duc de Bretagne est dès lors ridiculisé par une simple image. La tapisserie nous apprend également à changer nos habitudes de lecture. Ici, Édouard est enterré. Dans la scène suivante, il meurt. Il faut donc changer notre vision et considérer la mort comme la scène principale du récit. L'enterrement et le couronnement d'Harold ont eu lieu le même jour, le lendemain de la mort. La simultanéité est donc suggérée par cette façon d'encadrer la scène clé. Peu avant le débarquement de Guillaume, Harald Hardrada, roi de Norvège, attaque l'Angleterre à